Eine Parade über die Avenue Foch beschließt diese Stunde der Ehrung. Le 22 juin 1940, la parade de la victoire à Paris. Les hommes de la 30e division d'infanterie de la Wehrmacht défilent triomphalement, salués par le général Kurt von Bresen. Ces images sont connues. Elles symbolisent la capitulation de la France et le début des temps noirs de l'occupation. Elles ont aujourd'hui le statut d'archives et laissent supposer sincérité et vérité, le témoignage de l'histoire qui traverse le temps. Pourtant, on oublie trop souvent que la plupart des images tournées lors de la Deuxième Guerre mondiale ont été filmées par les caméramans des Propaganda Compagnen, les compagnies militaires de propagande du Troisième Reich. Elles ne présentent pas innocemment la guerre. Elles sont pensées et réfléchies dans un but bien précis, la propagande. En dotant l'armée des Propaganda Compagnen, présente sur tous les théâtres d'opération, l'image se hisse au rang d'arme de guerre et propage l'idéologie nazie dans le monde entier. La réponse se trouve dans la défaite allemande de 1918. Adolf Hitler, alors caporal, a toujours considéré que si l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale, c'était parce que l'armée n'avait pas su ou pas voulu créer assez tôt un véritable organe de propagande en son sein. D'ailleurs, dans Mein Kampf, il écrit: La propagande ennemie débuta chez nous avec l'année 1915. Depuis 1916, elle alla toujours en s'intensifiant et finit par s'enfler au commencement de 1918 en un véritable flot. Alors, on put suivre déjà pas à pas les effets de cette chasse aux esprits. L'armée apprenait peu à peu à penser comme le voulait l'ennemi. Plus d'une fois, j'ai été tourmenté par la pensée que si la Providence m'avait mis à la place des impuissants ou des gens sans volonté de notre service de propagande, le sort de la lutte se serait annoncé autrement. Adolf Hitler est hanté par l'idée que la propagande doit être partout, afin d'influencer le peuple, voire le manipuler, dans l'intérêt de l'État. Lorsqu'il est nommé chancelier du Reich par le président Hindenburg le 30 janvier 1933, il a déjà parmi ses fidèles de vrais spécialistes de la propagande, dont Joseph Goebbels. Il l'a rencontré en 1926 et il l'a nommé très rapidement représentant régional du parti pour le district de Berlin. Parmi les chefs nazis, il était l'un des rares qui avait fait des études supérieures poussées. En ce qui concerne la culture, il avait étudié la littérature, il était passionné de cinéma. Et en ce qui concerne la propagande, dès qu'il a commencé à militer, il a été chargé soit de discours, soit de textes de propagande. Tout naturellement, Hitler l'appelle donc à ses côtés au sein de son nouveau gouvernement. Il crée pour lui un ministère à l'appellation totalement inédite, le ministère de l'Éducation du peuple et de la propagande. Loin d'avoir le sens très connoté qu'on lui connaît aujourd'hui, le terme propagande se rapproche à l'époque de celui d'éducation, de transmission de certaines valeurs, de certaines idées religieuses ou politiques. Einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Il n'est pas très grand, il est claudiquant, mais il a un pouvoir de séduction. En raison notamment de sa clarté d'esprit, toujours percutant, la limpidité de son discours et une voix qui porte. Preuve en est que la nomination de Goebbels au ministère de la Propagande ne va être contestée par personne. Désormais, il se fera appeler Dr Joseph Goebbels, en référence à sa thèse en doctorat de littérature. Il met alors la main sur tous les organes d'information du pays, aussi bien la radio, le cinéma que la presse et l'édition. Les images animées, soigneusement mises en scène, deviennent un élément central de la propagande nazie. L'adhésion aux idées du parti doit être totale. Il n'y a pas de place pour les ennemis de l'État, quels qu'ils soient.
Les reportages reflètent déjà l'état d'esprit de ce nouveau Reich qui doit durer 1000 ans. C'est en 1936 que l'Allemagne fait son grand retour sur la scène internationale avec l'organisation à Berlin des Jeux olympiques d'été. Hitler est-il sous le charme de Leni Riefenstahl? On peut le penser, car il lui donne effectivement carte blanche intellectuellement et financièrement pour réaliser le film du parti Le Triomphe de la volonté. Durant les Jeux olympiques, elle réalise le documentaire Olympia, qui obtiendra le prix de la Mostra de Venise en 1938. Sur ces images, on la voit en pleine répétition d'un travelling avec son caméraman préféré, Walter Frentz. D'un point de vue technique, ils avaient beaucoup d'idées. Ils ont inventé énormément. Je me souviens d'une caméra avec laquelle on pouvait faire un mouvement de 360 degrés sans couper. Donc on pouvait suivre les coureurs pendant un tour entier. Ce qui était particulier, c'est qu'ils avaient prévu pour ce film Olympia que le spectateur puisse vivre les événements à travers les yeux du sportif, comme si le spectateur était à la place du sportif. Les caméras sont partout, sur le terrain, au cœur de l'action, proche des sportifs. Jamais les images n'ont aussi bien fait vivre les événements aux spectateurs qui se pressent nombreux dans les salles de cinéma. Lors de ces 11e Jeux olympiques, les sportifs allemands remportent le plus grand nombre de médailles. Mais ces Jeux célèbrent également la consécration d'un jeune coureur noir américain, Jesse Owens, qui remporte 4 médailles d'or. La presse est unanime, le spectacle est grandiose. Les visiteurs ne tarissent pas d'éloges sur l'hospitalité et l'organisation allemande, faisant oublier quelques trop rares articles dénonçant un État raciste et violent. Ce sont ces mêmes professionnels des médias qui se retrouvent 3 ans plus tard au sein des compagnies militaires de propagande. Les négociations entre le ministère de l'Armée et le ministère de la Propagande ont été longues et houleuses. Mais un compromis a été trouvé. Ces professionnels seront sous l'autorité militaire, mais le ministère de la Propagande pourra à loisir commander des reportages et utiliser les documents produits. Une obligation néanmoins pour ces civils, suivre une formation militaire. Ils doivent apprendre à se servir d'une arme et à se comporter au front au milieu des troupes combattantes. Ces hommes sont-ils pour autant des nazis convaincus? Certains, emportés par les aléas de la guerre, vont voir là l'occasion de faire leur métier sans avoir à tirer sur l'ennemi. D'autres, sans l'ombre d'un doute, feront de leur mieux pour que leurs images véhiculent avec justesse l'idéologie nationale-socialiste. C'est certainement le cas de Walter Frentz, bien qu'il ait toujours insisté sur le fait qu'il n'avait jamais été membre du parti. Le 3 septembre 1939, ces longs plans séquences immortalisent Adolf Hitler en visite sur le front en Pologne. Ces images sont pensées, réfléchies pour présenter au mieux le guide suprême de toute une nation. Durant toute la guerre, les images de Frentz vont représenter près de 30% des images des Deutsche Vorschau, les actualités allemandes projetées dans les salles de cinéma avant le film. Cela va devenir l'un des principaux organes de propagande du Reich en Allemagne, mais aussi dans les territoires occupés au fil des victoires allemandes. Hitler est la meilleure arme propagandiste de Goebbels, qui n'hésite pas à mettre en scène le Führer pour le bien de la propagande. Durant toute la séquence, la caméra le montre au milieu de ses soldats. Leur accueil est très chaleureux, presque frénétique. Hitler prend un véritable bain de foule et signe des autographes. Ils partagent aussi leur repas. Alors que lors de ses discours, la caméra le met sur un piédestal en le filmant en contre-plongée, là, la caméra est à sa hauteur, ou alors en légère plongée, pour montrer que c'est un homme au cœur de la réalité et des événements. Ancien combattant de 14-18, c'est un guerrier qui se soucie de ses soldats.
Pour la petite histoire, Hitler n'a certainement pas mangé ce jour-là le même repas que ses soldats, car il était végétarien. L'industrie du cinéma est florissante en Allemagne. Goebbels a toujours dit que c'était l'un des moyens de manipulation des masses les plus modernes. La séance n'est pas chère et on y va parfois 2-3 fois par semaine. En 1939, près de 500 millions de billets sont vendus. Les actualités sont toujours diffusées entre le film documentaire et le film de fiction. Les sujets sont très variés, social, politique, culture, sport. Mais durant toute la guerre, ce sont les images du Führer et les images du front qui passionneront le plus le public. Rolf Schorken avait 12 ans. Il allait toutes les semaines au cinéma, en famille. Les actualités, on les a toujours regardées. En tant qu'enfant, j'ai été profondément marqué par les images, et notamment par les actualités de guerre. Les avions, les bateaux de guerre et les panzers m'ont intéressé. Mais la dimension politique me dépassait, j'étais trop jeune. Cela est venu petit à petit. Le 23 octobre 1939, Goebbels reçoit personnellement les membres d'une compagnie de propagande afin de les féliciter pour leur engagement dans la campagne de Pologne. C'est un succès incontestable et le maintien des propagandas campaniennes au sein de l'armée ne sera plus remis en question jusqu'à la fin de la guerre. Ils seront désormais au cœur de toutes les campagnes militaires. Reconnus comme une véritable arme psychologique, leur rôle est bien défini. Influencer les soldats ennemis et la population des territoires occupés, mais aussi soutenir le moral de l'armée et de la population allemande. Les compagnies de propagande vont bientôt pouvoir prouver une nouvelle fois leur efficacité, car une nouvelle campagne se prépare, la campagne de France.